Le domaine de la Bastide, niché au cœur des collines du Lyonnais, respirait le luxe discret et l'arôme entêtant des gardénias. C'était le mariage de Chloé, ma petite sœur, l'enfant prodige. Je portais une robe en satin vert sauge, une couleur que ma mère, Denise, avait imposée car elle jugeait qu'elle se mariait mieux avec mon teint utilitaire. Le tissu glissait froidement sur ma peau, chaque mouvement de mes hanches souligné par le frôlement soyeux de la doublure, une sensation presque dérangeante au milieu de cette mise en scène familiale parfaite. Tout a basculé au milieu de la réception. Ma tante Patricia, un peu trop familière avec les bouteilles de Veuve Clicquot, s'est penchée vers moi, son souffle chargé de sucre et d'alcool. « Tu sais, Aurélie, j'ai toujours trouvé ça immonde. Ce qu'elle a fait avec la Sorbonne. On était tous au courant, à l'époque. Le temps s'est figé. » À travers la salle, j'ai croisé le regard de ma mère. Denise. Elle trônait en bout de table, impériale dans son tailleur ivoire. Elle n'a pas scié. Elle n'a pas baissé les yeux. Elle a simplement esquissé ce petit sourire pincé, celui qu'elle réserve aux subordonnés. Elle a prononcé 5 mots qui ont agi comme un scalpel sur 14 ans de ma vie. Tu n'aurais pas tenu un semestre. Tout ce en quoi je croyais, ma propre médiocrité, mon manque d'envergure, l'idée que je n'étais faite que pour rester dans la région, venait de voler en éclats. Ce n'était pas le destin qui m'avait barré la route. C'était elle, une boîte aux lettres et une poubelle. En 2012, j'étais l'ombre de Chloé. Ma sœur avait des cours de violoncelle à 80 € l'heure, des professeurs particuliers pour préparer les concours de Sciences Po, et une garde-robe choisie dans les boutiques de la presqu'île de Lyon. Moi, j'avais un job à la pizzeria chez Marco, où je terminais mes services à minuit, les doigts imprégnés d'odeur de farine et de sauce tomate, pour économiser chaque euro dans une enveloppe cachée sous mon matelas. Ma mère avait un système bien rodé. À table, elle disait souvent: Chloé a du potentiel. Aurélie a de la stabilité. Le mot « stabilité » sonnait dans sa bouche comme une condamnation à l'ennui. Comme si j'étais un meuble robuste mais sans valeur esthétique. Alors, j'ai fait la seule chose rebelle de ma jeunesse, j'ai postulé à la Sorbonne, en secret. J'ai rédigé ma lettre de motivation à la bibliothèque municipale, mes bas de nylon filés cachés sous la table, le cœur battant à l'idée d'une vie parisienne, de lecture au jardin du Luxembourg et d'indépendance. J'avais payé les frais de dossier avec mes pourboires, des billets de 5 € froissés et des pièces de 1 € glissées dans une enveloppe postée sur la Nationale 7, là où elle ne pouvait pas l'intercepter. Chaque jour d'avril 2012, je guettais le facteur. Mais ma mère travaillait au rectorat. Elle rentrait à 15h15. Mon bus arrivait à 15h40. Ces 25 minutes ont suffi à changer le cours de mon existence. Un soir, alors qu'elle feuilletait nonchalamment un catalogue de décoration, je lui ai demandé si j'avais reçu du courrier de Paris. Elle n'a même pas levé les yeux. Rien n'est venu, ma chérie. C'est sans doute mieux ainsi. Tu es une fille d'ici, Aurélie. Ne l'oublie pas. Je suis montée dans ma chambre, j'ai pleuré dans mon oreiller pour ne pas réveiller Chloé qui s'exerçait au violoncelle. Le lendemain, sur le comptoir de la cuisine, trônait une pile de brochures pour l'IUT de la vallée du Rhône. Elle les avait imprimées pendant que je pleurais. Elle avait déjà dessiné les contours de ma petite vie. Pendant 14 ans, j'ai gravi les échelons de la construction. Je suis devenue chef de projet senior, gérant des budgets de 4 millions d'euros, portant des casques de chantier sur des cheveux parfaitement lissés, apprenant à commander à des hommes qui ne voulaient pas m'écouter. Mais au fond de moi, cette pierre restait: je ne suis pas entrée à la Sorbonne parce que je n'en étais pas capable. Jusqu'à ce mariage. Jusqu'à ce que Patricia parle. Jusqu'à ce que je sente le poids de l'enveloppe que je cachais, moi aussi, dans mon sac à main ce soir-là. Car ce que Denise ignorait, c'est que l'histoire ne s'était pas arrêtée en 2012. Le silence qui suivit la réplique de ma mère était plus lourd que le velours des rideaux de la salle de réception. Autour de nous, le brouhaha des 120 invités semblait s'être évaporé, aspiré par le trou noir qui venait de s'ouvrir entre Denise et moi. J'ai senti le regard des cousins, de ma grand-mère Marthe, et surtout celui, brûlant de honte, de ma tante Patricia. Ma mère a lissé sa nappe avec une précision maniaque, ses doigts longs et soignés aux ongles nacrés glissant sur le damas blanc. C'était son esthétique, le contrôle absolu, la surface lisse, l'élégance froide qui ne tolère aucune fissure.
Ne sois pas si tragique, Aurélie, a-t-elle ajouté d'une voix feutrée, presque mélodieuse. J'ai agi pour ton bien. Tu as toujours été une enfant, fragile. Paris t'aurait brisé. Ici, tu as une vie saine. Un crédit, une pelouse, une stabilité. Le mot a résonné comme une insulte. Je n'étais plus la gamine de 18 ans qui pleurait dans son oreiller. J'étais une femme qui supervisait des chantiers, qui portait des bottes de cuir ferré et qui gérait des dizaines d'ouvriers. J'ai lentement ouvert mon sac à main, une pochette en cuir rigide dont le fermoir a cliqueté avec une autorité métallique. J'ai senti la texture du papier avant même de le sortir. Un papier épais, au grain noble, qui contrastait avec la légèreté de ma robe de demoiselle d'honneur. J'ai posé l'enveloppe sur la table, juste à côté du verre de vin de ma mère. Le blason bleu de la Sorbonne brillait sous les lustres en cristal. Tu as raison sur un point, maman, ai-je dit, ma voix vibrant d'une intensité nouvelle. Je n'aurais peut-être pas tenu un semestre en 2012. Pas parce que je n'en étais pas capable, mais parce que tu avais déjà commencé à me convaincre que je ne valais rien. Denise a jeté un regard dédaigneux à l'enveloppe. Ses yeux se sont agrandis lorsqu'elle a lu la date, septembre 2026. Qu'est-ce que c'est que ça ? A-t-elle murmuré, son masque de perfection commençant enfin à se craqueler. C'est mon admission, ai-je répondu, chaque mot savouré comme une revanche. École des hautes études. J'ai postulé en secret, il y a 6 mois. J'ai passé les entretiens pendant mes pauses déjeuner sur mes chantiers. J'ai rédigé mon mémoire d'admission le soir, quand tu pensais que je stagnais dans ma petite vie stable. J'ai été acceptée. Encore une fois. Un murmure a parcouru la table. Ma grand-mère Marthe a porté une main à sa bouche, ses yeux embués de larmes fixés sur moi. Patricia, elle, a laissé échapper un sanglot étouffé. Denise a ri. Un rire sec, sans joie. À 32 ans ? Tu vas tout plaquer pour retourner sur les bancs de la fac ? C'est ridicule. Qu'est-ce que les gens vont dire ? Tu as une carrière, Aurélie. Ce que les gens diront m'importe peu, Denise. Ce qui m'importe, c'est que tu as passé 14 ans à nourrir un mensonge. Tu as regardé ta fille se contenter de moins parce que tu avais peur qu'elle brille plus fort que toi. C'est à ce moment-là que Chloé est apparue. Elle était magnifique dans sa robe de dentelle de Calais, mais son visage était livide. Elle avait tout entendu. Antoine, son mari, se tenait derrière elle, la main sur son épaule, le visage fermé. « Maman », murmura Chloé. « Est-ce que c'est vrai ? Tu as vraiment jeté sa lettre en 2012 ? » Le regard de ma mère a balayé la table, cherchant une issue, un moyen de retourner la situation en sa faveur. Elle a redressé ses perles, redressé son dos, et a utilisé sa dernière arme, la victimisation. « J'étais seule. » A-t-elle crié, attirant l'attention des tables voisines. Votre père était parti, je devais faire des choix. Chloé avait besoin de soutien, elle avait un talent exceptionnel. Aurélie était, prévisible. J'ai protégé l'équilibre de cette famille. Tu n'as pas protégé l'équilibre, Denise, a soudainement lâché la voix rauque de Patricia. Tu as protégé ton orgueil. Patricia s'est levée, s'appuyant sur la table pour stabiliser ses jambes tremblantes. Elle a regardé ma mère avec une haine que je ne lui connaissais pas. Tu ne lui diras jamais la vraie raison, n'est-ce pas ? La raison pour laquelle tu ne pouvais pas supporter qu'elle aille à Paris ? Denise est devenue livide. Une pâleur cadavérique a envahi son visage, rendant son maquillage presque grotesque sous la lumière crue de la salle. Tais-toi, Patricia. C'est le mariage de ta nièce. Ne gâche pas tout. Oh, le gâchis a commencé il y a bien longtemps, a répliqué ma tante en se tournant vers moi. Aurélie, il n'y a pas que la lettre qu'elle a cachée. Il y a une raison pour laquelle elle voulait te garder ici, sous sa main, dans cette région qu'elle déteste tant au fond d'elle. Le cœur battant à tout rompre, j'ai vu ma mère se lever brusquement, renversant son verre de vin rouge. La tache s'est propagée sur la nappe comme une blessure ouverte, le liquide sombre coulant lentement vers ma nouvelle lettre d'admission. Si tu parles, Patricia, tu ne feras plus jamais partie de cette famille, a menacé Denise, la voix sifflante. Patricia a marqué une pause, a regardé Chloé, puis moi. Un sourire triste a étiré ses lèvres. Elle ne te l'a jamais dit, Aurélie.
Mais ton père, il n'est pas parti de son plein gré. Et la lettre de la Sorbonne? Elle ne l'a pas jetée parce qu'elle te pensait fragile. Elle l'a jetée parce qu'elle avait peur de ce que tu aurais pu découvrir là-bas. Sur elle. Et sur lui. Le vin rouge continuait de ramper sur la nappe, une traînée de pourpre sombre qui menaçait d'engloutir mon admission de 2026. Ma mère, Denise, restait debout, les articulations blanchies par la force avec laquelle elle serrait son sac à main. Sa respiration était courte, sifflante, un bruit de soie déchiré dans le silence de mort de la table d'honneur. Patricia, tu divagues, finit par lâcher Denise, sa voix n'étant plus qu'un murmure venimeux. L'alcool te fait inventer des tragédies là où il n'y a que de la discipline parentale. La discipline? Rit Patricia d'un ton amer. Est-ce que c'est de la discipline que de brûler les lettres d'un père à sa fille? Est-ce que c'est de la discipline que de projeter tes propres échecs sur Aurélie parce que tu n'as jamais digéré que la Sorbonne te ferme ses portes en 1988? Le coup de grâce était porté. Un frisson parcourut l'assemblée. Ma grand-mère Marthe ferma les yeux, comme si elle revoyait une vieille scène de famille oubliée. J'y ai fixé ma mère. Toute ma vie, je l'avais vue comme une femme de fer, une garante de l'ordre. Mais en cet instant, sous les lumières dorées de la Bastide, elle me parut soudainement, petite. Ses perles, si soigneusement ajustées, semblaient l'étrangler. Sa robe crème, autrefois symbole de son autorité, ne paraissait plus qu'un déguisement mal ajusté. « Tu as postulé, toi aussi ?» demandai-je, ma voix plus calme que jamais. Patricia hocha la tête, ignorant le regard incendiaire de sa sœur. « Elle a été refusée, Aurélie. Elle n'a jamais supporté que toi, la fille, stable, celle qu'elle pensait pouvoir modeler à son image, tu puisses réussir là où elle avait échoué. Elle ne t'a pas gardé ici par amour. Elle t'a gardé ici pour ne pas avoir à regarder ton succès depuis le canapé de sa petite vie provinciale. » Denise se rassit lourdement. Son visage s'était affaissé, les traits tirés par une fatigue soudaine. L'esthétique du contrôle s'effondrait, laissant place à une réalité brute et laide. « Et mon père ?» soufflai-je, le cœur battant dans mes tempes. « Ton père t'attendait à Paris, Aurélie, » continua Patricia. « Il savait que tu avais postulé. Il avait même trouvé un petit studio pour toi près du Panthéon. Il a écrit, il a appelé. » Mais Denise a tout intercepté. Elle lui a dit que tu ne voulais plus le voir. Elle t'a dit qu'il t'avait oublié. Elle a fait de votre séparation le prix de sa tranquillité. Le dégoût monta en moi, plus brûlant que n'importe quelle colère. J'ai pensé à toutes ces années où je m'étais sentie abandonnée, à ces services à la pizzeria où je me demandais pourquoi je travaillais si dur si personne ne s'en souciait. J'ai repensé à mon père, Marc, que j'imaginais refaisant sa vie dans le sud, indifférent à mon sort. Chloé, à côté de moi, tremblait de tout son corps. Ses mains, gantées de dentelle fine, serraient son bouquet de pivoine avec une telle force que les tiges commençaient à gémir. « Tu nous as menti sur tout, maman ?» demanda Chloé, une larme traçant un sillon noir de mascara sur sa joue de porcelaine. « Mon mariage, ma réussite. Tout ça n'était qu'un décor pour ton propre film ?» Denise leva les yeux vers Chloé, et pour la première fois, j'y vis une lueur de panique. Chloé était son chef-d'œuvre. Si Chloé se détournait, Denise n'avait plus rien. « Chloé, ma chérie, tout ce que j'ai fait pour toi était réel, mais ce que tu as fait à Aurélie l'était aussi, » coupa Chloé d'une voix glaciale. J'y repris ma lettre sur la table, ignorant les taches de vin sur les bords. Je la rangeai soigneusement dans ma pochette, mais mes doigts effleurèrent un autre objet, resté au fond de mon sac depuis mon départ de Lyon ce matin. Une vieille photo, cornée, que j'avais retrouvée dans les affaires de ma grand-mère quelques mois plus tôt, sans comprendre son importance. C'était mon père, devant un café parisien, tenant un journal avec une petite annonce entourée, « Studio à louer, 5e arrondissement ». Je posai la photo devant Denise. « Tu pensais que le temps effacerait les preuves, maman. Mais les secrets ont une odeur. Ils sentent la poussière et le regret, et ils finissent toujours par remonter à la surface, comme les corps dans le Rhône. » La musique du DJ changea brusquement. Un air de valse s'éleva, signalant que la mariée et son père ou ce qu'il en restait devaient ouvrir le bal. Mais Marc n'était pas là. Antoine s'approcha de Chloé, mais elle le repoussa doucement du bras. « Je ne danserai pas ce soir, maman, » dit Chloé en fixant Denise.
Pas tant que tu n'auras pas dit la vérité. Toute la vérité. Devant tout le monde. Denise se leva, sa pochette à la main. Elle tenta de retrouver sa superbe, lissant les plis de sa robe avec une main qui ne pouvait s'empêcher de trembler. « Je n'ai pas de compte à vous rendre », lança-t-elle à la cantonade, bien que sa voix manque singulièrement d'assurance. « Vous êtes des ingrates. Tout autant que vous êtes. » Elle fit un pas pour s'éloigner, mais ma grand-mère Marthe, du haut de ses 82 ans, attrapa le PAN de sa veste avec une poigne de fer. « Assieds-toi, Denise », ordonna la vieille dame d'un ton qui ne souffrait aucune réplique. On ne quitte pas la table avant d'avoir fini de manger sa honte. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce soir, le mariage de Chloé ne serait pas le souvenir d'une union, mais celui d'une exécution. L'exécution d'un mensonge qui durait depuis 14 ans. Et j'avais encore une chose à révéler. Quelque chose que Patricia ignorait elle-même. Le brouhaha de la fête, à quelques mètres de là, semblait appartenir à une autre dimension. Ici, à la table d'honneur, l'air était chargé d'une électricité statique qui faisait dresser les fins cheveux sur mes bras. Ma mère, Denise, était assise, clouée au siège par le regard d'acier de la grand-mère Marthe. Ses mains, autrefois si sûres, torturaient nerveusement la soie de son sac à main, un geste répétitif, presque fétichiste dans sa précision maladive. « Tu parles de honte, maman ?» siffla Denise entre ses dents. La honte, c'est de voir sa propre sœur et sa propre mère s'allier contre celle qui a tenu cette famille à bout de bras pendant que Marc s'amusait à Paris. Je sentis une vague de chaleur me monter au visage. Pas de la colère, cette fois. De la détermination. Une clarté glaciale, semblable à celle qui m'habite quand un mur de soutènement menace de s'effondrer sur un chantier et que je dois prendre une décision en une fraction de seconde. Il ne s'amusait pas, maman, dis-je d'une voix basse qui coupa court à ses dénégations. Je sortis mon téléphone de ma pochette. L'écran brilla, illuminant les taches de vin sur la nappe. Patricia a raison sur toute la ligne. Sauf sur un point. Elle pense que tu as réussi à couper les ponts définitivement. Mais tu as oublié une chose, Denise, je suis une gestionnaire de projet. Je sais fouiller les dossiers, je sais retrouver les traces, et je sais surtout quand une structure est bâtie sur un mensonge. J'appuyai sur l'icône d'appel. Le haut-parleur était activé. Le silence qui suivit fut interrompu par une tonalité, puis deux. À la troisième, une voix d'homme, un peu rauque, marquée par l'accent chantant du sud mais empreinte d'une fatigue immense, résonna dans toute la section VIP du domaine. « Allô ? Aurélie ? C'est l'heure ?» Denise laissa échapper un son étranglé. Elle porta sa main à son cou, serrant son collier de perles si fort que j'eus l'impression que le fil allait rompre et disperser les grains de nacre comme des larmes sur le sol. « Papa, dis-je, mes yeux ancrés dans ceux de ma mère. Je suis au mariage de Chloé. Maman est là. Elle vient juste d'expliquer à tout le monde pourquoi je n'étais pas à la Sorbonne en 2012. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Un silence qui pesait plus lourd que les 14 années de séparation. « Dis-lui », commença Marc, sa voix tremblante, « dis-lui que le studio rue des Écoles est resté vide pendant 1 an. Dis-lui que j'ai gardé chaque lettre que j'ai reçue en retour avec la mention « refusée par le destinataire ». Dis-lui que j'ai fini par croire que tu me détestais vraiment, parce que c'est ce qu'elle m'avait écrit dans son dernier mail. Chloé s'effondra sur sa chaise, sa robe de mariée bouillonnant autour d'elle comme une mer d'écume blanche. Elle ne pleurait plus, elle regardait notre mère comme si elle voyait un monstre sortir d'un miroir familier. Denise tenta une dernière fois de reprendre le dessus. Elle se leva, les yeux brillants d'une rage désespérée. C'est un montage. Une mise en scène. Tu as toujours été jalouse de Chloé, Aurélie. Tu gâches son jour le plus sacré pour une vieille rancœur. Jalouse ? Répétai-je en rangeant mon téléphone. Non, maman. J'étais triste. J'étais perdue. Mais ce soir, je suis juste libre. Et Chloé ? Chloé mérite de savoir sur quelle fondation elle construit sa nouvelle vie. Antoine, le mari de Chloé, s'approcha. Il n'était pas un homme de conflit, mais il voyait sa femme se briser. Il posa ses mains sur les épaules de Chloé, un geste de protection pure. « Je pense qu'il est temps que vous partiez, Madame Fournier », dit-il avec une politesse qui cinglait plus qu'une insulte.
Le visage de ma mère se décomposa. Être chassée du mariage de sa réussite, de son trophée, devant les cousins, devant Marthe, devant la haute société lyonnaise qu'elle avait encourtisée, c'était une mort sociale. Elle regarda autour d'elle, cherchant un allié. Elle ne vit que des visages de pierre. Même les cousins Théo et Mathie avaient posé leur téléphone, le regard fuyant, mal à l'aise devant cette nudité émotionnelle. Denise ramassa sa pochette avec une dignité pathétique. Elle lissa sa veste, ajusta ses cheveux, et retrouva pour une seconde son masque de glace. « Très bien, dit-elle d'une voix sèche. Si vous préférez écouter les délires d'une ratée et d'un lâche, c'est votre choix. Mais ne revenez pas me voir quand vous réaliserez que la vérité ne paie pas les factures. » Elle se tourna vers moi, un éclair de haine pure dans les yeux. « Tu penses avoir gagné, Aurélie ? Tu n'as fait que prouver que tu es exactement comme lui. Instable. Destructrice. » Elle traversa la salle de réception, le claquement de ses talons sur le marbre sonnant comme un glas. Personne ne bougea. Personne ne la retint. On la regarda s'éloigner, sa silhouette ivoire disparaissant dans l'obscurité du parc du domaine. Chloé leva les yeux vers moi. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » murmura-t-elle. Je lui pris la main. La dentelle de son gant était douce, mais sa peau était glacée. « Maintenant, Chloé, on va danser. Pas pour elle. Pour nous. Et demain, on appelle papa ensemble. » Mais alors que nous nous levions, Patricia posa une main sur mon bras. Son visage était livide, bien plus que tout à l'heure. « Aurélie, il y a quelque chose que Marc ne t'a pas dit au téléphone. Quelque chose qu'il ne peut pas te dire. » Je fronçai les sourcils, sentant une nouvelle menace poindre. « Quoi encore, Patricia ? Ta lettre de 2012. » Denise ne l'a pas seulement jetée. Elle l'a utilisée. Il y a une raison pour laquelle elle a pu payer les études de Chloé et tous ses cours privés sans que vous ne manquiez de rien malgré le divorce. Mon sang se glaça. L'argent. L'argent des pourboires de la pizzeria n'était rien comparé au coût de la vie que Chloé avait menée. Que veux-tu dire ? Patricia baissa la voix, son regard fuyant vers la porte par laquelle ma mère venait de sortir. Elle a passé un accord avec la Sorbonne, ou plutôt, avec quelqu'un là-bas. Elle a échangé ton admission contre autre chose. Quelque chose qui concerne l'héritage de ton père que tu étais censé toucher à tes 18 ans. Et la fête s'est terminée dans une sorte de brouillard iridescent. Les invités s'éclipsaient, leurs murmures étouffés par le crissement des graviers du parking. Chloé était restée assise, une silhouette de dentelle brisée, tandis qu'Antoine lui murmurait des paroles d'apaisement. Mais moi, j'avais déjà l'esprit ailleurs. Les mots de Patricia, cet héritage détourné, ce troc infâme agissaient comme un moteur à combustion dans mes veines. J'ai passé les 3 semaines suivantes à faire ce que je fais de mieux, gérer un projet. Mais cette fois, le projet s'appelait Justice. Grâce à mon père, Marc, que j'appelais chaque soir depuis mon balcon à Lyon, j'ai pu remonter la piste. Ce n'était pas un accord avec la Sorbonne, l'institution est bien trop rigide pour cela. C'était bien plus sordide. Denise avait utilisé mon abandon des études supérieures pour prouver mon incapacité à gérer le fonds fiduciaire laissé par mon grand-père paternel. Elle avait produit de faux témoignages de psychologues, décrivant une jeune fille instable, inapte à la vie parisienne, pour conserver la tutelle des fonds jusqu'à mes 30 ans. L'argent qui avait payé le violoncelle de Chloé, ses robes de bal et les perles de Denise ? C'était mon avenir. C'était le prix de mon silence forcé. Je ne l'ai pas poursuivi en justice. Non pas par pardon, mais par mépris. Une procédure aurait duré des années. À la place, j'ai envoyé un seul dossier à son employeur au rectorat et à son cercle social restreint, les preuves bancaires de ces détournements, accompagnées de ma lettre d'admission de 2026. La sanction fut immédiate. Denise Fournier, la femme de fer, a été poussée à une retraite anticipée et discrète. Elle a perdu son trône de papier. Le matin de ma rentrée à la Sorbonne, Paris s'éveillait sous une pluie fine, une brume argentée qui rendait les pavés du quartier latin aussi brillants que du cuir noir verni. Je portais un trench coat ajusté et des bottes en cuir souple qui claquaient avec une assurance tranquille sur le sol. Je me suis arrêtée devant les grandes portes de bois sculptées de la rue des Écoles. J'ai passé ma main sur la pierre froide et rugueuse du bâtiment.
Ce n'était pas seulement un diplôme que je venais chercher. C'était la version de moi-même qu'on avait tenté d'assassiner dans une boîte aux lettres de la Nationale 7. Dans mon sac, j'avais un carnet en cuir neuf et un stylo plume en argent, un cadeau que mon père m'avait envoyé avec un petit mot, pour que tu écrives enfin ta propre histoire. Alors que je traversais la cour d'honneur, mon téléphone a vibré. Un message de Chloé, une photo d'elle et de mon père à Marseille, souriant devant la mer. Ils s'étaient retrouvés. La plaie familiale commençait à se refermer, laissant une cicatrice saine, loin du poison de Denise. Soudain, j'ai aperçu une silhouette familière près de la fontaine. Ma mère. Elle ne m'avait pas vue. Elle était assise sur un banc, vêtue d'un manteau trop léger pour la saison. Elle n'avait plus son allure impériale. Ses épaules étaient voûtées, son regard perdu dans le vide des grandes arcades. Elle était venue ici, dans ce lieu qu'il avait rejeté 30 ans plus tôt et où sa fille entrait enfin. C'était son pèlerinage secret, sa pénitence silencieuse ou peut-être son ultime tentative de respirer un air qui ne lui appartiendrait jamais. Je ne suis pas allée lui parler. Je n'avais plus rien à lui dire. J'ai ajusté mon sac sur mon épaule, sentant le poids réconfortant de mes manuels, et je suis entrée dans l'amphithéâtre. L'odeur du vieux papier, de la cire et du savoir m'a enveloppée comme une caresse. Je me suis assise au premier rang. J'ai ouvert mon carnet. Le professeur est entré. Il a posé ses dossiers sur le pupitre et a regardé l'assemblée. « Bienvenue », a-t-il dit. « Votre parcours importe peu aujourd'hui. Ce qui compte, c'est ce que vous ferez de cette liberté. » J'ai souri. Pour la première fois de ma vie, mon sourire n'était pas un masque de stabilité. C'était un cri de victoire. Denise avait dit que je ne tiendrais pas un semestre. Elle avait tort. Je ne vais pas seulement tenir. Je vais régner sur mon propre destin.